Je parle dans ta tête. Bienvenue dans le deuxième cours de maths de 3GEN. Dans un premier temps, qu'il me soit permis de revenir sur la première vidéo de cette série. En quelques jours, vous m'avez gratifié de 700 vues, ce qui est considérable pour un sujet aussi austère que la théorie de l'intégration. J'en déduis que, malgré ces imperfections techniques, ma liberté de ton aura réjoui les plus espiègles d'entre vous. Prenant à cœur ma mission divine d'amusement collectif, je me suis aménagé un petit studio des familles, au KLM comme disent les jeunes, pour répondre à la demande populaire. Alors oui, c'est vrai, je m'embourgeoise. Mais au moins, je me fais un petit kiff. Et dis-toi bien que, pendant que tu m'écoutes, je suis sous le plaid avec qui tu sais. Dans cette vidéo, nous allons aborder l'analyse numérique. Les premières pages du chapitre traitent de la représentation des réels en machine, de la précision et des erreurs. Quand on met en œuvre une méthode itérative, il est souhaitable de connaître sa vitesse de convergence. Pour ce faire, on caractérise l'évolution de l'erreur avec le nombre d'itérations. En particulier, on dit que la convergence est linéaire quand le nombre de chiffres exacts est proportionnel, ou quasiment proportionnel, au nombre d'étapes. On dit que la convergence est quadratique quand le nombre de chiffres exacts est environ doublé à chaque itération. Rentrons dans le vif du sujet avec la recherche de zéro. Considérons une fonction f continue et possédant un unique zéro R sur un segment AB. La méthode de dichotomie est peu utilisée en raison de sa relative lenteur de convergence. Cependant, elle présente certains avantages. Elle nécessite peu de régularité pour la fonction f, la continuité suffit, et l'on détermine très simplement sa vitesse de convergence. Comme son nom l'indique, la méthode de dichotomie consiste à couper l'intervalle en deux. On note C le milieu de l'intervalle avec C égale A plus B sur 2. La méthode consiste à s'intéresser au produit f de A fois f de C. Si ce produit est nul, alors le zéro recherché est C. Si ce produit est strictement négatif, alors R est compris entre A et C. Si ce produit est strictement positif, alors R est compris entre C et B. Dans les deux derniers cas, on a réduit de moitié la longueur de l'intervalle contenant le zéro R. On peut alors répéter ce procédé sur le nouvel intervalle contenant R. Finalement, on construit une suite d'intervalles qui contiennent tous le zéro recherché. Dans la méthode de la séquente, on prend comme approximation de R le réel C, défini comme l'abscisse du point d'intersection de l'axe des abscisses et de la droite passant par les points de coordonnées A f de A et B f de B. On répète ensuite le procédé en choisissant, entre les deux intervalles AC et CB, celui qui contient le zéro R. Sous certaines conditions de régularité, la méthode de la séquente converge linéairement. La méthode de Newton est également basée sur une interpolation à l'ordre 1, sauf que cette fois on utilise la tangente à la courbe au point d'abscisse B. Cette tangente coupe l'axe des abscisses en C égale B moins f de B sur f' de B. On répète alors le procédé sur l'intervalle AC. Sous certaines conditions, auxquelles on peut toujours se ramener, la convergence de la méthode de Newton est quadratique. Pour illustrer ces différentes méthodes, je vous propose de traiter le TD 1.15, page 62. On cherche les valeurs strictement positives, K0, K1, K2, etc. Solution de l'équation transcendante tangente de KL égale H sur lambda K. Dans un premier temps, il s'agit de trouver graphiquement les solutions Kn de cette équation.
il s'agit de tracer la courbe représentative de la fonction qui a k associe tangente de k fois L, et celle de la fonction qui a k associe h sur lambda k. Les valeurs recherchées sont les abscisses des points d'intersection de ces deux courbes. Ensuite, on nous demande de montrer que quand n tend vers plus l'infini, les solutions Kn deviennent proches de nπ sur L. Intéressons-nous au terme de gauche. Quand n tend vers plus l'infini, on a h sur lambda Kn très proche de 0. On s'intéresse ensuite au terme de droite. On a tangente de Kn fois L égale 0 si et seulement si Kn fois L est un multiple de π. Comme chaque Kn est compris entre 2n-1 fois π sur 2L et 2n plus 1 fois π sur 2L, on a finalement le nombre Kn qui est très proche de nπ sur L. Dans un dernier temps, on nous demande d'étudier l'écart epsilon n entre Kn et nπ sur L, c'est-à-dire qu'on pose Kn égale nπ sur L plus epsilon n. Il s'agit d'utiliser l'analyse asymptotique pour montrer que le nombre epsilon n est voisin de h sur lambda nπ. Partons du terme de droite, c'est-à-dire tangente de Kn fois L. On utilise tout d'abord la définition du nombre Kn, faisant intervenir epsilon n, puis la périodicité de la fonction tangente, et enfin, comme on sait que tangente x est équivalent à x au voisinage de 0, le terme de droite est finalement très proche de epsilon n fois L. Oh, mais ce son est ma foi parfait pour s'intéresser au terme de gauche. Ici aussi, on remplace Kn par son expression faisant intervenir l'écart epsilon n. Enfin, on développe et on se rend compte que le terme en lambda epsilon n est négligeable devant l'unité. En conclusion, le nombre epsilon n est très proche de h sur lambda nπ. Résumons-nous, grâce à l'analyse asymptotique, nous avons pu montrer que les nombres Kn deviennent proches de nπ sur L, puis nous avons pu trouver une expression de l'écart entre les nombres Kn et leur approximation nπ sur L. Dans un deuxième temps, nous allons mettre en œuvre les méthodes numériques sur l'équation transcendante tangente de k égale 1 sur k. Pour ce faire, on pose f l'application qui à k associe tangente de k moins 1 sur k. Écrivons la première étape de la méthode de dichotomie sur l'intervalle π plus π sur 4 pour encadrer k1. La fonction f est strictement croissante sur l'intervalle considéré. De plus, on a f de π qui est un nombre strictement négatif, f de π plus π sur 4 qui est un nombre strictement positif, donc f admet un unique 0 sur cet intervalle, il s'agit du nombre k1. Le milieu de l'intervalle est le nombre c égale π plus π sur 8. Or, on a f de c qui est un nombre strictement positif, donc le nombre k1 est compris entre π et π plus π sur 8. Écrivons maintenant la première étape de la méthode de la séquente sur le même intervalle pour approcher k1. Pour ce faire, il suffit d'utiliser la formule donnée dans le cours. Écrivons la première étape de la méthode de Newton sur le même intervalle. Ici aussi, il suffit d'utiliser la formule donnée dans le cours. Enfin, grâce à une calculatrice ou un ordinateur, on peut donner les valeurs numériques fournies par les différentes méthodes. Reprenons le cours là où nous l'avons laissé, c'est-à-dire à la page 43. Nous allons étudier la possibilité d'approcher une fonction continue f sur un segment AB par un polynôme P. Le théorème de Weierstrass garantit la possibilité d'une approximation uniforme. On introduit donc la norme de la convergence uniforme, aussi appelée norme du sup ou norme infinie. Notre problème est de calculer un tel polynôme P tout en contrôlant l'erreur d'approximation donnée par la norme infinie de f-p. Dans un premier temps, intéressons-nous à l'interpolation polynomiale. On considère n plus 1 réels, 2 à 2 distincts, a0, a1, jusqu'à an.
on dit que les points AI sont les points d'interpolation, que les nombres f de AI sont les valeurs d'interpolation et que le polynôme P est le polynôme d'interpolation de Lagrange de f au point AI. Ce dernier est noté grand L de A0, A1 jusqu'à AN, f. L'expression explicite de ce polynôme d'interpolation fait intervenir des polynômes qu'on note LI. En guise d'illustration, je vais traiter l'exemple de la page 44. Déterminer le polynôme d'interpolation de Lagrange de f, avec f l'application qui a x associe x à la puissance 4, au point A0 égale moins 1, A1 égale 0 et A2 égale 1. Tout d'abord, on calcule les polynômes LI, c'est-à-dire L0, L1 et L2. Puis on calcule l'image de f en ces points d'interpolation. Et enfin, on écrit le polynôme d'interpolation de Lagrange de f au point considéré. Comme nous avons l'intention d'utiliser le polynôme d'interpolation pour approcher f, il est utile d'étudier l'erreur d'approximation commise. Une propriété nous indique que si f est suffisamment régulière, alors on peut majorer l'erreur d'approximation, c'est-à-dire la norme infinie de l'écart entre f et son polynôme d'interpolation au point considéré. Remarquons que le majorant fait intervenir deux facteurs indépendants. Le premier est lié au choix des points d'interpolation, alors que le second est lié à la régularité de f. Je vous laisse prendre connaissance des pages 45 et 46 qui montrent comment les précédents résultats concernant l'interpolation polynomiale peuvent être appliqués à l'approximation polynomiale. C'est les rats. Ça va pas, Baptiste, qu'est-ce que tu fais? Mais non, je fais un truc, des calculs approchés d'intégrale. Arrivons-en directement aux méthodes de quadrature présentées page 47. On appelle quadrature simple une relation du type somme de a à b de f de t dt approximativement égale à b-a fois la somme de i égale 0 à n de wi fois f de xi. Les points xi sont tous distincts et compris entre a et b, et les poids wi sont tels que la somme des wi est égale à 1. On dit d'une quadrature simple qu'elle est d'ordre supérieur à grand N si la formule est exacte pour toute fonction polynomiale f de degré inférieur à grand N. On dit qu'elle est exactement d'ordre n si de plus elle est inexacte pour au moins une fonction polynomiale f de degré grand N plus 1. La propriété en haut de la page 48 indique qu'une méthode de quadrature simple est d'ordre supérieur à n si et seulement si les poids wi sont donnés par wi égale 1 sur b-a fois la somme de a à b de li de t dt, avec li les polynômes d'interpolation dont nous avons déjà parlé. Traitons maintenant les exemples de la page 48. Si n égale 0, il n'y a qu'un seul point x0 et un seul poids w0 égale 1. Une première idée consiste à choisir x0 égale a. Il s'agit de la méthode des rectangles à gauche. C'est une méthode d'ordre 0 car elle est inexacte pour au moins un polynôme de degré 1. En effet, si l'on considère f l'application qui a t associe t, on a somme de a à b de f de t dt qui est égale à b au carré moins a au carré sur 2. Ce nombre n'a aucune raison d'être égal à a fois b moins a. Si l'on choisit x0 égale b, il s'agit de la méthode des rectangles à droite, méthode qui est également d'ordre 0. Si l'on choisit x0 égale a plus b sur 2, il s'agit de la méthode du point milieu. C'est une méthode d'ordre supérieur à 1, car l'égalité est exacte pour toute fonction affine. En fait, il s'agit d'une méthode d'ordre 1, car la formule est inexacte pour la fonction carré. En haut de la page 49, on considère le cas n égale 1, pour lequel on doit choisir deux points x0 et x1. Si l'on prend x0 égale a et x1 égale b, on obtient la méthode dite des trapèzes, qui est d'ordre 1.
Augmenter le nombre de points dans une méthode de quadrature simple ne garantit pas que l'erreur de quadrature tendra vers 0. On est donc conduit à introduire des méthodes de quadrature composées définies de la manière suivante. On subdivise le segment AB en P segments AI plus 1 et l'on applique la relation de Chasles. Ensuite, on applique à chaque segment AI plus 1 une méthode de quadrature élémentaire avec des points XIJ et des poids WIJ. En particulier, on appelle méthode de Newton-Cotes de rang n une méthode de quadrature composée dans laquelle, sur chaque segment AI plus 1, on a ni égale n et où les points XIJ forment une subdivision régulière. On en arrive aux exemples en haut de la page 51. Pour n égale 1, la méthode de Newton-Cotes est une simple interpolation linéaire, donc il s'agit d'une méthode des trapèzes composés. Pour n égale 2, la méthode de quadrature associée est appelée méthode de Simpson. On n'appelle pas de la méthode l'amplitude de la plus grande subdivision. Si le pas tend vers 0, alors la formule de quadrature tend vers l'intégrale. Le tableau de la page 52 indique une majoration de l'erreur des différentes méthodes de quadrature pour une fonction f donnée. Ainsi s'achève cette vidéo, et comme convenu, dans quelques minutes, vous pourrez me poser vos questions sur Zoom. Pour revenir à cette deuxième vidéo, il va sans dire que si elle ne passe pas le cap des 1000 vues, le partiel n'en sera que plus sévère. Allez, à bientôt les michtos! Un cadeau, ton sale prof ramène un cadeau.